Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Dans le nord-ouest du Pakistan, les talibans attaquent des locaux officiels et font 23 morts et plusieurs dizaines de blessés. En Syrie, l'armée syrienne reprend des mains des rebelles le contrôle d'une base stratégique du nord du pays. Toujours au Moyen-Orient, l'armée irakienne reprend la ville de Ramadi, contrôlée par le groupe État islamique depuis plusieurs mois. Au Burundi, les violences se poursuivent de plus belle malgré les tentatives de médiation de ses voisins. Le ministère chinois du commerce présente les résultats du commerce extérieur de la Chine pour l'année 2015. Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. À la une de cette édition, les talibans pakistanais ont revendiqué l'attaque d'un bureau du gouvernement dans le nord-ouest du pays. 23 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. L'explosion s'est produite dans le district de Mardan, situé dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. La police a rapporté qu'un homme a précipité sa moto bourrée de charges explosives sur la porte principale du bureau de l'autorité nationale de gestion des papiers d'identité, la NADRA. Les équipes médicales ont déclaré que les personnes blessées ont été immédiatement prises en charge et emmenées à l'hôpital. Les forces de police mènent actuellement les enquêtes sur les lieux de l'explosion. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de témoins visuels pour confirmer les détails de l'explosion. Mais nous avons trouvé 2 chargeurs de balles vides sur les lieux de l'attaque, ce qui laisse présumer que le terroriste a d'abord ouvert le feu sur les gardes de sécurité pour pénétrer dans la cour principale. Et ce n'est qu'ensuite qu'il s'est fait exploser. Quand cela s'est produit, je sortais tout juste de la mosquée. Dès que j'ai entendu le bruit des explosions, je me suis précipité vers le bureau de la NADRA pour apporter mon aide. Et à ce moment-là, les gens étaient tous en pleurs. Certains étaient couchés par terre, tandis que les autres couraient. Nous avons ensuite commencé à prendre en charge les victimes. Nous voulions les envoyer le plus rapidement possible à l'hôpital. Et un peu plus tard, les ambulances ont fini par arriver. Les troupes syriennes poursuivent leur avancée vers une ville stratégique située dans la province de Deraa, après avoir repris le contrôle d'une base militaire située à proximité. L'armée syrienne a déclaré qu'elle avait repris le contrôle de l'une des bases les plus importantes du nord du pays, située dans la ville de Sheikh Maskin, encore sous le joug des forces rebelles. La ville avait été prise au début de l'année. Cette prise a sérieusement menacé la sécurité des routes pour l'approvisionnement vers le sud. L'offensive de l'armée sur la ville de Sheikh Maskin fait partie des premiers grands assauts lancés dans le sud de la Syrie depuis le début de la campagne de frappe aérienne russe, lancée le 30 septembre dernier en soutien à son allié de toujours, le président Bachar al-Assad. La reprise de ces différentes villes stratégiques consolidera les positions de l'armée au sein de cette région lourdement protégée et est censée créer une ligne de défense du sud pour protéger la capitale, Damas. Dans une montagne syrienne surplombant un fief rebelle, une unité de l'armée a décidé de tirer le meilleur d'une situation mauvaise. La période des fêtes se poursuit en Syrie malgré la guerre civile. Rendons-nous immédiatement sur une ligne de front pour assister à une fête de Noël particulière. Ici, dans la banlieue de la capitale syrienne, les enjeux sont élevés. Un simple manque d'attention peut faire la différence entre la vie et la mort. Le capitaine Samer est le commandant de ce poste de l'armée syrienne. Les unités au sol combattent un groupe rebelle du front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. Nous surplombons la ville de Douma et la zone de Ghouta à l'est. Les 2 zones sous son contrôle des terroristes. Nous fournissons assistance à nos unités de combat qui attaquent les terroristes dans toutes les directions. Mais les rebelles ont eux aussi des obus. La guerre n'a pas de répit. Ce qui n'a pas empêché les soldats de trouver le moyen de célébrer l'esprit des fêtes.
Dans l'esprit du Nouvel An, espoir et paix, nous avons rassemblé les débris d'obus qui ont été tirés sur nous pour en faire un arbre de Noël. Certains de ces soldats, tels Issa, ne sont pas rentrés chez eux depuis 4 ans. Sa mère et ses 2 sœurs vivent dans un territoire contrôlé par Daesh. L'arbre est le moyen de rendre le champ de bataille moins dur à supporter. J'ai vu pour la dernière fois ma famille en 2012. Les terroristes ont pris ma ville et je n'ai pas pu y retourner. Mais j'envoie chaque mois mon salaire à ma famille. Nous faisions un dîner pour le Nouvel An, mais désormais ma famille est ici, sur la montagne. J'aime l'idée de l'arbre. C'est un message d'espoir pour tous les Syriens, chrétiens et musulmans. Mais rapidement, la réalité reprend le dessus. La guerre fait rage. Les fêtes sont de courte durée pour ces soldats. Nous poursuivons avec le Moyen-Orient où un commandant irakien a déclaré que les forces antiterroristes avaient hissé le drapeau national au-dessus du complexe du gouvernement central dans la ville de Ramadi, dans le centre de l'Irak, un jour après que l'armée eut déclaré victoire sur les combattants du groupe État islamique ici. Le même jour, le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a salué les combattants qui ont repris la ville et s'est engagé à libérer Mossoul prochainement. Les forces antiterroristes irakiennes ont hissé le drapeau irakien au-dessus du complexe gouvernemental à Anbar pour y afficher le nom du pays et écrire une nouvelle date dans l'histoire. Nous venons libérer Mossoul et ce sera le coup final et fatal porté à Daesh grâce à l'unité et la grandeur de notre peuple. La victoire à Ramadi intervient après la reprise d'un barrage clé sur la rivière de l'Euphrate en Syrie voisine par une alliance entre les rebelles arabes et kurdes. Il s'agit du premier triomphe majeur des forces entraînées par les Américains depuis son effondrement après un assaut des militants du groupe État islamique il y a 18 mois. Des poches d'islamistes demeurent dans la ville, mais l'armée a déclaré qu'elle n'était plus confrontée à aucune résistance. Ramadi est la capitale d'Anbar, la plus grande province d'Irak, qui est un important carrefour commercial connectant les pays voisins que sont la Syrie, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Anbar borde également les provinces irakiennes de Salahuddin et de Nineveh, toutes étant actuellement aux mains du groupe État islamique. Un analyste politique irakien estime que la victoire à Ramadi revêt une importance cruciale. La reprise de Ramadi a une signification sous 2 aspects, stratégiques et spirituels. Sur le plan stratégique, cela réduit les possibilités de déplacement et d'approvisionnement du groupe extrémiste. Et cela implique également une victoire spirituelle sur ce groupe extrémiste, car la province d'Anbar est considérée comme l'une des régions les plus importantes aux mains du groupe État islamique. Les États-Unis ont indiqué qu'un navire transportant plus de 1100 kg d'uranium faiblement enrichi avait quitté l'Iran lundi pour la Russie, ce qui marque la volonté de l'Iran d'honorer l'accord sur le nucléaire du 14 juillet dernier avec les principales puissances dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et l'Allemagne. L'Iran prend des mesures auxquelles il s'est engagé pour prouver au monde que son programme nucléaire est et restera exclusivement pacifique. Et alors que nous n'en sommes pas encore à la mise en œuvre, les premiers pas pris nous rassurent, nous et nos alliés, de façon concrète et mesurable. Donc l'une des étapes les plus importantes a eu lieu plus tôt aujourd'hui, quand un bateau est parti d'Iran pour la Russie avec plus de 25 000 livres de matériaux d'uranium faiblement enrichis. En vertu de l'accord décisif sur le nucléaire, certaines des sanctions américaines, de l'UE et des Nations Unies sur le nucléaire seront supprimées en échange pour l'Iran d'accepter des réductions à long terme sur le programme nucléaire que l'Occident a longtemps suspecté de viser à la création d'une bombe nucléaire. Un point clé de l'accord est l'engagement de Téhéran de réduire ses réserves d'uranium faiblement enrichies en dessous des 300 kg. Et avec une mise en œuvre totale, l'accord sur le nucléaire est supposé écraser le temps dont l'Iran aurait eu besoin pour fabriquer une seule bombe nucléaire à environ une année au moins. La Cour suprême israélienne a réduit la sentence de l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert de 6 ans à 18 mois. Olmert a été condamné l'année dernière pour avoir accepté 160 000 $ de pots de vin en lien avec un accord immobilier à Jérusalem, alors qu'il était maire de la ville. Un mandat qu'il a effectué de 1992 à 2003. Et il fut Premier ministre de 2006 à 2009. Olmert sera le premier chef du gouvernement israélien à être emprisonné. Selon de récents rapports de la juridiction de Jérusalem, il débutera sa peine de prison le 15 février prochain.
On passe à l'Afrique à présent. Le Burundi est toujours aux prises avec des scènes de violence qui scandalisent ses voisins. L'Ouganda tente actuellement de réunir les parties en présence pour leur imposer des pourparlers. Les premiers pourparlers de ce type depuis 5 mois. Et là encore, le président joue le rôle de médiateur. Les voisins du Burundi disent clairement qu'ils en ont assez de la violence quotidienne qui sévit dans ce pays. Les Africains doivent arrêter de se comporter comme des clowns. Ces tueries extrajudiciaires doivent cesser. J'en appelle à vous. Les deux camps doivent s'asseoir à la même table pour trouver une solution politique de façon à épargner à la population les souffrances qu'elle endure. Le Burundi connaît des troubles depuis que le président Nkurunziza a déclaré en avril dernier qu'il se présenterait pour un 3e mandat. Des centaines de personnes ont été tuées, beaucoup exécutées, parmi elles de nombreux opposants au président. Plus de 200 000 personnes ont fui dans les pays voisins. Les délégués représentant l'opposition à Nkurunziza disent leur optimisme concernant les pourparlers. Je pense que tout le monde veut un Burundi stable, un pays où tout le monde peut rentrer chez lui et se sentir en sécurité. La gouvernance doit être améliorée pour trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons. Espérons que ces pourparlers puissent générer un climat de confiance et un bon environnement pour la politique et les affaires dans tous les domaines. Les premiers signes ne sont pourtant pas encourageants. Ces pourparlers sont censés définir les bases du sommet d'Arusha la semaine prochaine. Les représentants du président Nkurunziza disent ne pas vouloir y participer. Ni le lieu ni la date n'ont été trouvés avec facilité. En fait, j'ai consulté le facilitateur ce matin à qui j'ai dit que l'endroit et la date ne feraient pas l'objet de consultation. Nous ne sommes pas d'accord. Je peux le dire, le gouvernement du Burundi n'a pas accepté de se rendre à Arusha à cette date prévue. Si les pourparlers échouaient, l'Union africaine propose d'envoyer 5000 soldats de maintien de la paix. Le gouvernement du président Nkurunziza a rejeté cette idée, parlant d'une force d'invasion. La première dame du Japon, Akie Abe, a déclaré qu'elle a à nouveau visité le sanctuaire controversé de Yasukuni à Tokyo. Celui-ci honore les millions de Japonais morts pendant la guerre, dont plusieurs militaires de haut rang et des politiciens reconnus coupables de crimes de guerre à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que le gouvernement chinois espère que le Japon pourra respecter sa parole sur les questions relatives à son histoire pendant la guerre. La position chinoise sur les questions relatives au sanctuaire de Yasukuni est claire et cohérente. Nous pressons le Japon de considérer et de profondément se repentir de son histoire d'invasion, de dresser une frontière totale avec le militarisme et de faire des efforts sincères pour accroître la confiance mutuelle et pour procéder à la réconciliation avec ses voisins asiatiques. Quant aux problèmes relatifs à la correction de leur vision de l'histoire, nous espérons que le Japon reste fidèle à lui-même, respecte sa parole et soit cohérent. Le commerce extérieur chinois a maintenu sa bonne tendance en 2015 et réalise de bonnes contributions au développement économique général, selon le département du commerce extérieur du ministère chinois du commerce. Le commerce général, les entreprises privées et les produits électromécaniques ont connu une croissance positive à l'exportation. À notre satisfaction, nos entreprises privées ont surpassé les entreprises à investissement étrangers dans les exportations du pays pour la première fois, de 7,3% en 2001 à 44,9%. Je veux insister sur le fait que les exportations sont responsables de l'emploi direct ou indirect de 180 millions de personnes et qu'elles créent 18% du revenu national. Citant des données de l'Organisation mondiale du commerce, le ministère a affirmé que les exportations chinoises étaient bien meilleures que celles de toutes les autres économies importantes de janvier à octobre, avec une part du marché international s'élevant de 12,4% en 2014 à 13,2% en 2015.
De janvier à novembre, la baisse des prix du pétrole brut, du minerai de fer, du soja, du cuivre et des importations de gaz ont fait économiser 182 milliards de dollars, ce qui a permis aux entreprises de réduire leurs coûts et d'accroître leur compétitivité. Le ministère dit que la Chine est la plus grosse nation commerciale du monde. Son volume d'exportation représente 392 milliards de dollars, soit davantage que la seconde puissance commerciale, les États-Unis. Le secteur chinois de la logistique continue de se développer rapidement selon des données récentes publiées mardi. Cependant, les analystes disent que malgré un bond de la demande de transport de marchandises, le secteur a toujours besoin de réduire ses coûts pour élever sa marge de profit. La livraison de marchandises en Chine a poursuivi son expansion pendant les 11 premiers mois de 2015. Le total des marchandises livrées a atteint les 200 000 milliards de yuans, soit près de 6% d'augmentation. Tandis que le transport des marchandises industrielles a maintenu une croissance stable, les produits et les services de consommation ont pris de la vitesse. La livraison a atteint un pic à plus de 10% en atteignant 27 000 milliards de yuans. Les revenus du secteur de la logistique n'ont cependant pas suivi cette augmentation. Les revenus totaux pendant la même période étaient d'environ 9 000 milliards de yuans, soit une augmentation de 4%, et a cru à la même vitesse que pendant les 10 premiers mois. Les analystes disent que le principal contributeur au résultat net, le commerce des marchandises, traverse un moment difficile. Les frais de livraison demeurent dans une situation morose, principalement tirés par l'assouplissement de la demande de marchandises. Le secteur de la logistique est toujours dans une position de marge à profit bas et de coûts élevés. La conférence centrale sur le travail économique de la semaine dernière a souligné que réduire les coûts est l'une des tâches requises pour développer l'économie. Le directeur He affirme que les coûts du secteur chinois de la logistique sont plutôt élevés, représentant environ 10% du total annuel de la production du pays. Le secteur de la logistique devrait améliorer la qualité et la valeur de son service pour devenir profitable. Dans les pays développés, le niveau d'inventaire est inférieur à 5%, tandis qu'en Chine, il atteint près de 10%. Donc dans cette perspective, il nous reste beaucoup à faire pour réduire les coûts et déstocker l'inventaire. La Banque centrale de Chine a publié une réglementation détaillée sur les paiements en ligne émis par des institutions non bancaires visant à contenir les risques du secteur de la finance en ligne. Les nouvelles règles impliquent un enregistrement avec son véritable nom pour tous les comptes de paiement non bancaires. Tous les comptes seront classés en 3 catégories en fonction des différents niveaux de sécurité. Le montant des paiements par le biais de tels comptes pourra s'élever entre 1000 et 200 000 yuan par année. Mais les paiements effectués par le biais de plateformes bancaires ne seront pas restreints par ces normes. Les analystes estiment que cette politique vise principalement à éviter que d'importantes sommes d'argent ne soient placées en dépôt sur des comptes de paiement tiers qui sont au-delà de la protection des assurances de dépôt bancaire et laisseraient les consommateurs vulnérables quant à de possibles risques. Et en vertu des nouvelles réglementations en matière de paiement, les consommateurs se verront octroyer un quota annuel de paiement selon leur statut de détenteur d'un compte de crédit. Mais ces mêmes consommateurs sont davantage inquiets quant à savoir si les nouvelles règles vont porter atteinte à leur expérience consommateur. Découvrons ce que les régulateurs et les experts du secteur ont à nous dire. Les règles sur les quotas de paiement sont basées sur les réalités des paiements en ligne. Et cela sera révisé à l'avenir. Le point de base est que les règles n'affecteront pas l'expérience d'utilisation du consommateur, mais qu'à la place, les consommateurs seront assurés quand ils effectueront leurs achats en ligne ainsi que leurs paiements. Les nouvelles règles vont certainement ajouter quelque chose de différent à l'expérience de l'utilisateur, mais nous ne pensons pas que cela changera trop les méthodes de paiement existantes. L'essence de l'innovation financière réside dans la fourniture d'un meilleur service et d'une meilleure expérience aux consommateurs. Les nouvelles règles cherchent à établir un équilibre entre la gestion du risque et l'innovation financière. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.